Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Nigeria, les 130 enfants et enseignants récemment libérés après leur enlèvement ont été reçus par les autorités locales. En Guinée, les candidats à l'élection présidentielle sont dans les derniers jours de campagne avant le scrutin de ce dimanche. En République centrafricaine, le chef de l'État sortant brigue un troisième mandat dans un climat sécuritaire tendu. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. On ouvre ce journal par une actualité au Nigeria où les 130 enfants et enseignants récemment libérés après leur enlèvement dans une école catholique ont rencontré les autorités locales. Une cérémonie officielle s'est tenue dans l'État du Niger. Image à suivre. Au Nigeria, les 130 enfants et enseignants récemment libérés par leurs ravisseurs ont rencontré lundi le gouverneur de l'État du Niger à l'occasion d'une cérémonie officielle. Ces personnes avaient été kidnappées dans leur école catholique en novembre dernier. Nous mettons en œuvre des mesures de protection immédiate à court terme dans les zones à haut risque, tout en collaborant avec les gouvernements des États et les chefs traditionnels et religieux afin d'élaborer des solutions durables en matière de sécurité communautaire pour l'éducation. Celle-ci ne doit pas être victime de la violence. Nous continuerons à mener des politiques et des opérations visant à rétablir la confiance, à rouvrir les écoles en toute sécurité et à garantir le droit de chaque enfant du Nigeria à apprendre en toute sécurité. Les autorités n'ont pas précisé si une rançon avait été versée pour la libération des captifs. Je ne pense pas qu'il soit très juste envers le système, envers le gouvernement, que vous demandiez si de l'argent a été utilisé ou non. Je pense donc que le plus important, c'est que nous ayons retrouvé les enfants disparus et nous savons comment nous y sommes parvenus. Le gouverneur Bago a indiqué que 230 personnes avaient été enlevées et qu'elles avaient toutes été libérées et s'apprêtent à retrouver leur famille. Pour leur entrée à la CAN 2025, les Aigles du Mali ont été tenus en échec par la Zambie. Une déception pour de nombreux supporters maliens dans la sous-région. Suivez à présent. Je suis un étudiant malien qui étudie en France et je suis au Maroc cette année pour la CAN 2025 et depuis que je suis arrivé tout se passe très bien, les personnes sont accueillantes, l'ambiance elle est super bonne. À 22 ans, Ismaël touche du doigt l'un de ses rêves. Aujourd'hui, il vient voir les Aigles à Casablanca pour leur entrée en lice dans cette CAN 2025. C'est la première fois que je vais voir le Mali jouer, donc c'était une fierté, un honneur pour moi de pouvoir voir mon pays d'origine jouer à la CAN. Lui aussi aurait aimé revêtir un jour le maillot du Mali, mais il a préféré les études de finance. Alors à quelques heures du coup d'envoi, il profite de la ferveur de la diaspora malienne.
franchement, le stade pour l'instant, là, je sens qu'il y a pas mal de supporters maliens qui sont présents, notamment ici au Maroc. Je sais pas, vous venez d'où? On est ici, on est des étudiants ici. Ouais, c'est des étudiants maliens également qui sont présents au Maroc. Et donc ça permet également de réunir toute cette communauté malienne qui est un peu présente partout dans le monde. Et j'attends de voir ce que ça va donner au sein du stade à l'intérieur directement. À la sortie du stade, Ismaël ne le cache pas, il est déçu. Le Mali vient de concéder le nul face à la Zambie. Ils étaient pourtant favoris. Déçu forcément parce qu'on attendait beaucoup de cette équipe, surtout de bien commencer le tournoi. L'entame de match a été facile, disons ils sont bien rentrés dans le match. Mais finalement au cours du match avec le penalty manqué, ça nous a rappelé des mauvais souvenirs lors de la dernière CAN. Mais avec l'ouverture du score de Sinayoko, on pensait que ça y est, on allait rouler sur le match. Mais malheureusement, on a fait les mêmes erreurs à chaque fois. Et tout ça, ça fait peine à voir. Prochain rendez-vous pour les Aigles face au Maroc ce jeudi, en espérant qu'ils écoutent les conseils d'Ismaël. Lui sera là, évidemment. En Guinée-Conakry, les candidats à l'élection présidentielle sont dans les derniers jours de campagne. 8 candidats affrontent le chef de la transition, Mamadi Doumbouya. Le scrutin est prévu ce dimanche. Reportage à suivre. Dans la capitale, affiches géants, rassemblements et caravanes aux couleurs de Mamadi Doumbouya dominent largement la campagne électorale. Une mobilisation portée en grande partie par les ministres et les hauts cadres de l'administration publique qui mènent campagne au nom du chef de la transition. Chef de la transition qui lui-même reste jusqu'ici très discret. Sur le terrain, ses soutiens défendent son bilan depuis son coup d'État du 5 septembre 2021 qui a renversé le régime d'Alpha Condé. Le candidat Mamadi Doumbouya est le candidat du peuple. Nous avons voulu, nous avons réclamé, nous avons exigé qu'il soit candidat. Donc c'est un devoir pour l'ensemble des mouvements de soutien, pour l'ensemble du peuple de Guinée, de montrer qu'il est en phase avec le peuple. Aujourd'hui, nous avons à la tête de notre pays un homme qui peut nous conduire vers l'émergence, vers le développement. Donc, mais c'est ensemble qu'on doit faire cela. Pendant ce temps, les 8 autres candidats tentent d'exister sur le terrain. Parmi eux, une seule femme, Makale Camara, ancienne ministre des Affaires étrangères. Il faut que les femmes de Guinée soient prises en considération. Il faut que les femmes de Guinée comptent dans l'établissement de notre produit intérieur brut, c'est-à-dire notre PIB. Il faut que les femmes sortent de l'informel pour avoir des entreprises structurées qui font avancer ce pays. Selon plusieurs observateurs, cette élection s'annonce sans véritable suspense, car les principaux adversaires du chef de la transition, Mamadi Doumbouya, restent peu connus du grand public. La République centrafricaine entre dans la dernière semaine de campagne électorale avant le scrutin du 28 décembre. Le chef de l'État sortant brigue un 3e mandat dans un climat sécuritaire tendu. Suivez à présent. Arrivé au pouvoir en mars 2016, Faustin Archange Touadéra a hérité d'un pays meurtri et déchiré par la guerre civile. Grâce à l'appui de ses alliés russes et rwandais, ce professeur d'université se félicite d'avoir restauré l'autorité de l'État. Ceci en partie aussi grâce aux accords de paix qu'il a signés avec plusieurs groupes armés hostiles à son pouvoir, même si les défis sécuritaires restent importants, notamment dans le sud-est du pays. C'est vrai que c'est encore fragile. Il y a encore des risques. Mais je suis en train d'exhorter le peuple centrafricain d'aller vers la paix, d'aller vers la cohésion sociale. Parce qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec les groupes armés. Eh bien, il y a un processus de désarmement qui est en cours. Nous venons même de signer un accord le 18 avril dernier avec les autres groupes. On va continuer. On doit travailler aussi sur vraiment le bien-être du peuple centrafricain dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Il faut un bon leader. Il faut un leader qui incarne. Et je pense que les Centrafricains vont faire le bon choix sur ma personne. Pour briguer ce 3e mandat, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a dû modifier la constitution du 30 mars 2016. La nouvelle constitution adoptée en 2023 met fin à la limitation des mandats présidentiels et rallonge de 5 à 7 ans la durée du mandat.
Ce changement a suscité la vive contestation d'une frange de l'opposition. Cette dernière n'est pas unanime sur la marche à suivre, certains ayant décidé de participer aux élections générales. À une semaine de quadruple scrutin, l'opposition souhaite un report pour mieux organiser les élections. Au Soudan, l'ONU fait état de plus de 1000 civils tués lors de l'attaque du camp de déplacés de Zamzam. Les violences se sont étalées sur plusieurs jours. Plus de détails dans cet extrait. Les Nations Unies affirment avoir recueilli suffisamment de témoignages et d'images satellites pour pouvoir affirmer qu'il y a eu des violations systématiques du droit international humanitaire lors de l'attaque du camp de déplacés de Zamzam au Darfour. Entre le 11 et le 13 avril 2025, les forces de soutien rapide ont attaqué ce camp qui jusque-là était aux mains des forces armées soudanaises. Ils ont tout d'abord bombardé le camp avec de l'artillerie et des drones avant d'attaquer à pied à l'intérieur des ruelles du camp. Ils ont tué plus de 1000 personnes sur place et exécuté plus de 300 d'entre elles. Parmi les personnes exécutées, des hommes et des femmes bien évidemment, mais également des enfants. Les experts de l'ONU affirment également que nombre de femmes ont été violées par des groupes d'hommes et que nombre d'entre elles ont été utilisées comme des esclaves sexuels. Et ce n'est pas surprenant, à chaque fois que les forces de soutien rapide prennent le contrôle d'une ville qui était jusque-là contrôlée par l'armée, de telles exactions se produisent. On peut se rappeler notamment de la ville d'El Geneina, la capitale du Darfour occidental, où selon l'ONU, plus de 10 000 civils ont été exécutés. Et puis plus récemment, la capitale du Nord Darfour, El Fashir, est tombée aux mains des forces de soutien rapide. Là aussi, nombre de civils ont été exécutés, mais impossible pour l'heure de savoir combien. En Europe, un haut responsable de l'armée russe, le général Fanil Savarov, a été tué dans l'explosion d'une voiture à Moscou. Les autorités russes ont ouvert une enquête. Plus de détails dans cet extrait. Il est 7 h ce lundi quand une explosion retentit sur ce parking de Moscou. À bord de cette voiture se trouve un haut gradé, le lieutenant-général Fanil Savarov, en charge de la formation au sein de l'état-major russe. Le militaire de carrière a été tué. Ces dernières années, il avait participé aux principales opérations militaires du Kremlin. Tchétchénie d'abord, Syrie et puis Ukraine depuis 2022. Une guerre qui semblait au début lointaine, mais qui ce matin est venue se rappeler aux habitants de ce quartier résidentiel. Au début, j'ai cru qu'un drone Shahed ou un drone ukrainien avait été abattu. Je me suis réveillée en sursaut, paniquée. J'ai vu arriver des policiers, des pompiers et des ambulances. Selon les autorités, un engin explosif était placé sous le véhicule. Celui-ci a explosé quelques secondes après avoir démarré. Des témoins oculaires sont interrogés et les enregistrements des caméras de surveillance sont en cours d'examen. Différentes hypothèses concernant le meurtre sont étudiées, dont une qui évoque le rôle possible des services de renseignement ukrainiens dans l'organisation du crime. Ces dernières années, Kiev a revendiqué plusieurs assassinats de responsables et personnalités sur le territoire russe, tandis que des drones ukrainiens ciblent de plus en plus fréquemment la capitale. Cette explosion intervient après une nouvelle séquence diplomatique. Ce week-end en Floride, les négociateurs ukrainiens et russes ont tour à tour rencontré les émissaires américains. Le représentant de Moscou, Kirill Dmitriev, évoque des échanges constructifs, mais jusqu'à présent, ces discussions n'ont connu aucune percée réelle. Toujours en Europe, de nouvelles attaques russes ont visé plusieurs régions ukrainiennes, notamment Kiev et l'ouest du pays. Les défenses aériennes ukrainiennes ont été mobilisées durant la nuit. Plus de détails dans cet extrait. De nouvelles frappes russes de grande ampleur ont touché l'ensemble de l'Ukraine au cours de la nuit. L'attaque est toujours en cours et cette fois, les missiles et les drones russes qui volent au-dessus du pays ont principalement ciblé l'ouest avec les régions de Rivne, d'Ivano-Frankivsk et la région centrale de Cherkasy qui ont été touchées. Des explosions ont également retenti ici à Kharkiv au milieu la nuit aux abords de la ville. Ces attaques à grande échelle, elles interviennent alors que le président Volodymyr Zelensky avait averti que des attaques de grande ampleur se produiraient autour des dates de Noël, et ces attaques, elles interviennent après que le sud du pays ait été particulièrement touché, notamment la ville et la région d'Odessa. Ce sont les infrastructures énergétiques qui ont été dernièrement visées, mais aussi les infrastructures portuaires. Ces attaques, elles interviennent alors
alors que lors de son allocution la nuit dernière, Volodymyr Zelensky se montrait prudent au sujet des négociations. S'il salue le travail fourni par tous les alliés de l'Ukraine pour arriver à un document qui peut être présenté à Moscou, il explique également que pour l'Ukraine, il est difficile de croire en une quelconque volonté russe et surtout la volonté de Vladimir Poutine d'arrêter les combats. La nuit dernière aura été pour les Ukrainiens un autre exemple d'agression renouvelée de la Russie envers la population ukrainienne. Dans le même conflit, l'Ukraine affirme avoir frappé un terminal pétrolier ainsi que des avions et des navires russes. La Russie poursuit de son côté ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Image à suivre. La Russie continue de pilonner l'Ukraine. Dans la nuit de dimanche à lundi, Moscou a frappé des installations énergétiques dans plusieurs oblasts à l'est du pays. Plusieurs incendies se sont déclarés sur des sites de production d'énergie dans l'oblast d'Odessa. Les services de secours ont ajouté que ces frappes ont fait un blessé et privé quelques 120 000 foyers d'électricité. Le président Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de vouloir semer le chaos pour exercer une pression morale pendant l'hiver sur la population d'Odessa et sur les Ukrainiens. Plus à l'est, dans la région de Donetsk, une habitante raconte son quotidien sous les bombardements russes. У мене в сина є однокімнатна квартира в Харкові. Я там побула 3 дні і приїхала назад, тому що там пекло таке, як і тут. Ну, як? От у нас риночок, магазини тут поблизу магазинів немає. На ринок, ну, як сказати, грубо, перебіжками. Прибігли, щось там, список у тебе є, купили і назад додому. Dans le centre du pays, la ville de Kryvyi-Rih a également été lourdement touchée ce lundi. Après les attaques, les habitants sont sortis pour évaluer les dégâts et déblayer les débris. 58 des 86 drones lancés cette nuit ont été interceptés, ont indiqué les forces ukrainiennes, qui ont précisé que les 28 autres ont atteint leur cible, à savoir 12 sites qui n'ont pas été dévoilés. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont frappé un terminal pétrolier, un dépôt de munitions et un site de lancement de drones d'attaque à l'intérieur du territoire russe. Aux États-Unis, Donald Trump affirme qu'il serait sage pour le président vénézuélien Nicolás Maduro de quitter le pouvoir. Washington accentue sa pression diplomatique sur Caracas. Image à suivre. Voici le dernier objectif de Washington en mer des Caraïbes. Ce pétrolier sous sanctions américaines pour ses liens présumés avec l'Iran et le Hezbollah chiite libanais. Il est depuis ce week-end poursuivi par les gardes-côtes américains et aurait depuis émis plusieurs signaux de détresse en s'approchant des côtes vénézuéliennes. Deuxième opération de ce type en 24 heures, après la saisie de cet autre navire dans le cadre du blocus pétrolier décrété par Donald Trump, qui multiplie dans le même temps les menaces à l'encontre de son homologue vénézuélien. La question, Nicolás Maduro doit-il quitter le pouvoir? La réponse est sans équivoque. Il peut faire ce qu'il veut. Nous avons une armada colossale, la plus importante que nous ayons jamais eue, et de loin la plus importante en Amérique du Sud. Il peut faire tout ce qu'il veut, absolument tout. S'il joue les durs, ce sera la dernière fois qu'il pourra le faire. Nicolás Maduro, accusé par l'administration Trump de se servir du pétrole pour financer, je cite, le trafic de drogue, la traite d'êtres humains, les meurtres, les enlèvements. Washington, qui revendique la prise de ces pétroliers, s'accapare dans le même temps leur cargaison. Les barils de brut saisis alimenteront la réserve stratégique américaine, selon le président des États-Unis. Pour Caracas, ce n'est ni plus ni moins que du vol et de la piraterie. Le blocus et les actes de piraterie contre le commerce énergétique du Venezuela auront des répercussions sur l'approvisionnement en pétrole et en énergie, alimentant l'instabilité des marchés internationaux et fragilisant toutes les économies d'Amérique latine. Caracas demande également la fin du déploiement militaire américain dans la région. À quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à cette crise, Washington détruisait hier encore au large du Venezuela une nouvelle embarcation accusée de transporter de la drogue. Depuis le mois de septembre, près d'une trentaine de frappes de ce type ont fait au moins 105 morts. En boucle, ce journal parle d'Australie où une attaque armée survenue lors d'une célébration religieuse sur la place de Bondi à Sydney a fait plusieurs victimes. La police évoque un acte longuement préparé. Plus de détails dans cet extrait.
Le 14 décembre, la plage de Bondi à Sydney a été le théâtre d'un attentat meurtrier lors d'une célébration de Hanouka. Selon la police australienne, l'attaque a été préparée pendant plusieurs mois par un père et son fils. 2 jours avant les faits, les hommes avaient effectué une reconnaissance des lieux. Le jour de l'attaque, ils ont été filmés transportant des armes et des explosifs depuis une location jusqu'à leur véhicule. Parmi ces objets figuraient des fusils et des bombes artisanales, dont une fabriquée à partir d'une balle de tennis. Ces engins explosifs ont été lancés sur la foule mais n'ont pas fonctionné. La fusillade a fait 15 morts, dont le père tué sur place par la police. Le fils âgé de 24 ans a été inculpé de 59 chefs d'accusation, dont meurtre et terrorisme. La police a également découvert du matériel de fabrication de bombes et une vidéo montrant les auteurs devant un drapeau de l'État islamique. Face à ce drame, le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud envisage un renforcement de la législation sur la possession d'armes à feu. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à demain.